Dimanche 22 février 2026, il est 15 h. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Régions. Dans ce journal, nous ferons un tour dans l'Indenier du Hablin à la découverte de la cour royale d'Abengourou, héritage ancestral, organisation hiérarchisée, symbole sacré. Ici, la royauté est bien plus qu'un titre, c'est une institution vivante. Comment fonctionne la cour royale d'Abengourou? Les détails dans quelques instants. De forêts sacrées à sites touristiques prisés, les falaises de Brobo dans le département de Bouaké représentent un levier du développement de la région. Elles font d'ailleurs l'objet d'un projet d'écotourisme. Nous verrons dans cette édition comment est structuré ce projet et surtout quelle est l'histoire derrière les falaises de Brobo. Il a 20 ans, il est titulaire d'un baccalauréat. Cédric, originaire de Daïné dans le département de Mans, incarne le visage d'une jeunesse ivoirienne inventive et audacieuse. Vous le verrez, à partir de matériaux de récupération, il a conçu un véhicule à 4 roues. Nous irons à sa rencontre en début de journal. Première escale, la région du Tompi, je vous le disais en titre, il n'a que 20 ans, il est titulaire d'un baccalauréat, mais on pourrait déjà le qualifier de génie. Cédric, originaire de Daïné dans le département de Mans, a plusieurs exploits à son actif, mais celui qui retient notre attention ce dimanche, c'est ce véhicule à 4 roues qu'il a conçu à partir de matériaux de récupération. Dans les coulisses d'un concessionnaire auto hors pair, c'est un reportage de Chris Ephraim Diomandé. 4 roues, une carrosserie façonnée à la main, des tôles soudées avec précision. Cette voiture, c'est un assemblage singulier. Fer de brouette, pneus de tricycle, métaux de moto usés, récupérés et transformés. Chaque pièce porte sa propre histoire. Chaque boulon, chaque tôle a été pensé, ajusté et testé. Aux commandes, un jeune homme. Il s'appelle Cédric. À seulement 20 ans, cet inventeur autodidacte de Daïné, dans la sous-préfecture de Podia-Guiné, département de Mans, a choisi de ne pas attendre. Son rêve, concevoir une automobile entièrement née de l'ingéniosité locale, capable de prendre la route grâce à son invention. Titulaire d'un bac A, Cédric a transformé ses idées en matière concrète, ses intuitions en mécanismes fonctionnels, avec pour seul allié sa créativité et sa détermination. Le véhicule qu'il mène aujourd'hui est le fruit de ce travail acharné. Un prototype artisanal à 4 roues appelé à porter un jour sa propre signature. Depuis tout petit même, j'ai commencé à fabriquer des petites voitures motos avec des fils de fer et puis des boîtes aussi comme le font d'autres enfants. Mais moi, il y avait l'envie, je faisais d'autres modèles et autres. Après le bac, maintenant, cette envie-là, j'ai voulu le réaliser vraiment. Donc, je me suis mis à acheter les matériaux, petit à petit recycler les fers, partir chez ceux qui achètent les fers morts là, ils trient et puis ils achètent ce qui est nécessaire, tout et tout. J'ai acheté aussi un poste à souder, je ne suis pas soudeur, je ne savais pas souder aussi même. Donc, lorsque j'ai su qu'il y avait suffisamment de matériaux, j'ai commencé à les assembler. Comme je ne savais pas souder, donc ce qui ne prenait pas, vraiment, j'apprenais de moi-même. Donc ce qui ne prenait pas, je laisse, je reprends d'autres encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à monter. Donc jusqu'à ce niveau, c'est comme ça, c'est venu. Puis j'ai fabriqué la voiture qu'on voit ici. Ça m'a mis 7 mois pour fabriquer. C'est ma voiture, j'ai fabriquée depuis Soubri. J'ai collecté les pneus de tricycle, les tôles des congélateurs gâtés que j'ai acheté à les gens pour extraire dessus. Ces métaux-là aussi, j'ai acheté avec ceux qui en vendent. Ça, c'est le volant. C'est le pied d'un ventilateur, j'ai pris pour faire le volant. Les pédales, ça c'est moi-même qui les ai fabriquées. Tout et tout. Et puis, il y a le compteur, qui est le compteur d'Apsonic 150. J'ai pris pour adapter. Devant ici. Pour la direction, j'ai fabriqué aussi moi-même avec des chaînes et autres. Là, c'est le clignotant des motos. Puis avec les rétroviseurs, donc j'ai acheté toutes ces pièces-là pour assembler tout et tout. Les métaux là, j'ai acheté avec ceux qui vendent les métaux un peu au fur et à mesure. Quand il y en a besoin, j'achète. Aussi d'autres avec ceux qui achètent les fers morts là, ils trient
Je prends les fers de brouette, les fers qui sont solides que je peux prendre pour fabriquer. Ici, il y a un moteur de tricycle que j'ai pris pour mettre. Un moteur de tricycle, échappement de tricycle, ou une batterie et autres. Avec les fils là, j'ai acheté sur le marché. Et puis moi-même, j'ai adapté. Comme il y avait manque de filtres, j'ai pris un bidon modifié pour faire genre comme un filtre aussi. Ici, c'est le réservoir, mais comme à présent ça coule, ça a commencé à couler là, il est remplacé avec un bidon de 1,5 litres. Sinon, le réservoir lui fait 8 litres. La famille de Cédric reste son premier soutien. Son père, planteur, accompagne chaque étape avec des conseils simples mais constants. Quand il est parti à l'école, il n'a jamais redoublé. Il a fait école jusqu'à... Il a eu le bac. Quand il a eu le bac là, il m'a dit, papa, tu n'as pas moyen pour continuer mon étude là. Il dit, ah, on va faire comment? Il est parti en ville, à Soubré. Quand il a commencé véhicule là, quand il a commencé à fabriquer là, il m'a dit, je suis là fabriquer quelque chose ici. Il faut m'envoyer 50 000. Il dit, ah, quelque chose que tu es en train de fabriquer là-bas. Il dit, ça c'est bonne chose pour nous tous. Je lui ai envoyé 50 000 francs. Il a fini de faire le véhicule là. Il l'a envoyé au village. Ah, en tout cas, j'ai vu le camion là. Il dit, ah, ça là, ce que tu as fabriqué là, tu as vendu ou bien tu as fait quoi pour chercher. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais lui parler. Ce que je pense, c'est pour que le gouvernement n'ait qu'à aider mon fils là. Autour de Cédric, des témoignages convergent. Habitants et proches décrivent un jeune inventif, déterminé, capable de transformer l'ordinaire en solution concrète. C'est un génie. Oui, je le dis avec fierté, c'est un génie. L'enfant a fabriqué une voiture dont voilà. C'est un enfant qui fait la fierté du canton, du village de Déné et de la sous-préfecture de Podia-Guinée. Alors aujourd'hui, il est au bout du tunnel. Il a beaucoup dans la tête. Il fait des choses, nous-mêmes, on ne comprend pas. Mais le résultat est bon. Je suis venu pour vraiment sensibiliser tout le village et partant de là, toute la famille, à ce qu'ils soutiennent l'enfant dans son évolution. Parce que il nous a surpris. Et dans ce sens-là, il faudrait qu'on l'aide. Sinon, ça sera peine perdue. Nos frères, ça, il a fait fort. Vraiment, il a fait nos fiertés, donc on demande à l'autorité de le soutenir aussi. Parce que ce n'est pas facile d'avoir ce genre de jeunes dans le pays. Mais le chemin n'a pas été sans obstacle. Contraintes techniques, ressources illimitées, moments de doute. Les difficultés ont jalonné la route. Mes difficultés aujourd'hui est que j'ai fait celle-là, mais je n'ai pas de moyens encore pour pouvoir améliorer et puis continuer dans ma passion. Pour beaucoup, un tel projet semblait impossible. Et pourtant, il a persisté. Aujourd'hui, il aspire à un accompagnement pour faire passer cette création artisanale à l'échelle industrielle. Comme c'est ma passion et puis c'est ce que je vais exercer, donc j'aimerais que s'il y a des gens qui peuvent m'aider, j'aimerais aller voir en Europe comme ça, apprendre dans des milieux encore plus développés et puis me perfectionner pour pouvoir en faire mieux que ça. Le parcours de Cédric illustre la créativité et la résilience d'une jeunesse ivoirienne audacieuse. Soutenir ces initiatives, c'est valoriser l'innovation locale et bâtir les fondements d'une Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir où l'inventivité devient moteur de développement. Cédric Ange Bleu, un vrai talent à l'état pur qui mérite d'être entretenu et soutenu.
200 francs la course en journée, 500 francs en soirée, parfois même 1000 francs. À Bondoukou, une fois la nuit tombée, la course en taxi passe du simple au double, voire même au triple. Une situation qui limite la population dans ses mouvements, sans oublier qu'il est parfois difficile de trouver le soir un taxi dans la ville aux 1000 mosquées. Pourquoi tous ces tracas pour effectuer un déplacement la nuit à Bondoukou? Élément de réponse dans ce reportage de Herman Niamia. À Bondoukou, une fois la nuit tombée, se déplacer devient un véritable casse-tête pour la population. Trouver un taxi relève souvent du parcours du combattant, que ce soit pour rentrer chez soi ou effectuer une course nocturne. À une certaine heure, il faut dire que nous sommes une ville qui n'est pas aussi grande que ça. Donc à une certaine heure, les gens sont beaucoup chez eux. Ce sera difficile de trouver les gens dehors. Donc si quelqu'un roule, il va brûler le carburant et puis ne pas avoir de clients. Il sort à 6 h. Donc à 20h00 ici de Sani. Maman ne fait pas la nuit. En journée, la situation est plus simple. Les taxis sillonnent la ville et le tarif est connu de tous. 200 francs CFA la course. Mais dès la tombée de la nuit, le décor change. Les taxis se font rares et lorsqu'on parvient à en trouver un, les prix flambent. Je vais tout près ici. Il dit c'est 500. Donc comme je suis pressé là, je suis obligé de prendre. J'avais 200, mais comme il dit c'est 500 là, donc je vais lui donner parce que je suis un peu pressé. J'ai fini à 22h. Mais pour avoir taxi, c'est pas facile. La nuit, quand il prend taxi, ici chez moi, c'est pas loin, mais c'est 500. Il fait avec ça comme ça. Sinon, ça ne m'arrange pas, mais il fait avec ça. Et la nuit, c'est pas prudent. Souvent, on me prend 1000 francs. Quand il est minuit, 1h, là, on te prend 1000 francs. Et si on pouvait diminuer, au moins c'est 300 la nuit. 22h, c'est bon. Mais 500, là, en tout cas, c'est trop. De 500 à parfois 1000 francs CFA selon la distance à parcourir, soit le double, voire le triple du tarif habituel. Une situation difficile à supporter pour de nombreux usagers. Interrogés sur cette hausse des tarifs, les chauffeurs de taxi se justifient. Pour eux, travailler la nuit comporte plus de risques. Il y a différents prix la journée et la nuit, parce que ici, il n'y a pas de travail. Voilà. Ici, la nuit, tu prends une seule personne, oui, ça va, c'est toi seul qui vas l'envoyer. C'est lui seul ou soit c'est elle seule qui va l'envoyer. Donc c'est à cause de ça la différence. Elle préfère payer 500 pour que tu l'envoies elle seule. Comme il y a trop de risques aussi la nuit, oui, ça va. Oui, ça va. Puis si c'est trop loin, bon, lui, il voit que bon, il peut prendre la place, toutes les places, 1000 francs, il va le déposer. Il y a ça aussi. À partir de 20h, tout le monde rentre. Il prend 1-1. Si lui ne peut pas faire comme ça là, il ne peut pas s'en sortir. Le carburant est trop cher. Mais tu prends une personne ici là, tu vas jusqu'aux Zaza. Tu prends un encore, tu vas jusqu'à la sortie. Au-dessus de ça là, lui, il ne peut pas s'en sortir. Aller là, c'est technique. Travailler la nuit, à la journée, c'est pas la même chose. D'autres évoquent également le mauvais état de certaines voies, l'absence d'éclairage public et la peur des agressions nocturnes, autant de raisons qui, selon eux, expliquent cette augmentation. C'est pas normal parce qu'il y a un préalable, il y a un tarif qui a été défini, comme quoi que le transport, le taxi est peut-être à 200 ou 300 francs dans la ville. Voilà. Maintenant, si par rapport aux heures, il faut changer les tarifs, je pense qu'il est important de faire un communiqué là-dessus. Parce que tu ne vas pas monter à la descente, ils vont te payer peut-être 1000 francs ou 500. Vous voyez que si vous n'avez pas la monnaie, c'est un peu compliqué. La nuit, il n'y a pas de prix fixe parce qu'avant, les taxis ne roulaient pas la nuit. Dieu merci, aujourd'hui, il y a un peu d'activité que les gens ont commencé à rouler la nuit. Il y a d'autres qui prennent 500, il y a d'autres qui prennent 1000 francs. Mais en tant qu'un président, on est en train de voir pour donner un prix fixe à ceux qui travaillent la nuit. En attendant une éventuelle réglementation ou des solutions durables, les habitants de Bondoukou continuent de subir cette réalité nocturne partagée entre la nécessité de se déplacer et le coût élevé du transport une fois la nuit installée. Et retenez avant de poursuivre que l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire appelle à un nouveau pacte entre l'État et les collectivités territoriales. Mardi dernier, la fêtière a plaidé pour davantage de moyens techniques et financiers afin de renforcer le développement local, l'emploi des jeunes et la cohésion sociale. Son président Eugène Akawele a réaffirmé la disponibilité des collectivités à accompagner l'action de l'État dans une décentralisation plus efficiente.
Je vous invite à présent à la cour royale d'Abengourou, Abengourou encore appelé Mpekro, qui signifie « Nous n'aimons pas les querelles », une cité paisible marquée par la royauté dont l'impact se fait ressentir à tous les niveaux du tissu social. Le royaume indénié ou Ndénian, c'est l'incarnation de la pure tradition Aïni. Avec notre reporter Richard Dibi, on s'imprègne ce dimanche du fonctionnement de cette institution. Bienvenue au cœur de la royauté en pays Aïni d'Abengourou. La cour royale d'Abengourou, une bâtisse imposante qui surplombe le célèbre quartier d'Agnikro, un bâtiment qui impose à la fois respect et curiosité. C'est un symbole. Quand celui qui ne connaît pas Abengourou, quand tu rentres à la cour royale, il y a un musée qui est là, où il faut visiter pour voir ce que nos parents ont fait auparavant. Il y a une organisation parfaite. Le roi est plus qu'un président par endroit. Nous sommes vraiment fiers du peuple Agni. La cour royale à Abengourou, c'est une référence. C'est un symbole de paix, c'est un symbole de rassemblement, c'est un symbole surtout d'unité de pratiquement toutes les entités qui vivent dans la région. Elle est incontournable. Un bâtiment dont les deux principales portes d'accès sont très souvent closes. Et cela s'explique bien. Les portes de la cour royale ne doivent pas se fermer. La cour royale, nous essayons de fonctionner comme des ambassades. Alors, normalement, quand quelqu'un est en train d'être poursuivi, qu'il rentre à la cour royale, il a la vie sauve. Et donc, s'il arrive que la porte est fermée, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes de mauvaises intentions que nous sommes obligés de fermer la cour royale à partir de 18h et puis l'ouvrir à partir de 7h. À notre arrivée ce jour-là, les deux portails étaient ouverts. En effet, une réunion d'échange se tenait à l'intérieur, c'est du côté de la petite cour. Gouverneur notable, chef de village, chef de cour, secrétaire, tous étaient présents. Gérer les affaires courantes ici, les litiges confiés et tout quoi. Les litiges de la cour royale. Je suis celui qui a la signature. La cour royale est en réalité tout un ensemble de symboles. Impossible de dissocier le fonctionnement de la royauté de la cour royale. C'est d'ailleurs en ces lieux que se trouvent les bureaux de Sa Majesté. Les rôles sont donc bien établis. La cour royale fonctionne comme une administration. Il y a le chargé d'administration qui est en rapport avec l'administration. Celui-là, il représente Sa Majesté dans plusieurs cérémonies. Le porte-canne, c'est lui qui est l'amplificateur de Sa Majesté. Le roi ne parle pas en public. Ce que le roi doit dire, c'est ce que le porte-canne dit en public. Et le porte-canne, c'est le premier collaborateur même du roi. On peut dire son bras droit. Nous sommes une quarantaine de notables. Et chaque notable a bel et bien sa mission. Il y a des notables qui s'occupent du tribunal coutumier. Ici, nous réglons les affaires coutumières. Voilà. Et quand ça cloche qu'il y a problème, il y a aussi un groupe qui est chargé d'aller dans les plantations pour rétablir la vérité. Il y a le chargé de la sécurité au niveau de la cour. C'est un système pyramidal. Le roi est au-dessus, les chefs cantons viennent après, les chefs de village viennent, et puis les chefs de famille. Et après, les chefs de famille, c'est la population. Mais tout ce que le roi dit, en tout cas, en bon comme en mal, nous prenons comme évangile, comme monnaie courante. Hormis le porte-canne, il y a également le protocole qui joue aussi un rôle important dans le fonctionnement de la royauté. Je suis le chargé du protocole et quand il y a une délégation au niveau de la cour, je viens pour voir l'emplacement, est-ce que tout est bien en place et les autorités qui arrivent, je cherche à les placer chacun à sa place. Maintenant au niveau de la communication, je suis obligé d'interpréter ce qui est dit en Agni en français et l'Agni, le français en Agni pour ceux qui ne comprennent pas le français. Je rédige tout ce qui est courrier qui doit sortir de la cour royale et au niveau de la fête des Lignames, je fais partie du groupe qui rédige le mot de Sa Majesté Nana Bouakwasi III. Et en tant que chargé de communication pour ceux qui veulent visiter la cour royale, qui veulent venir rendre leur civilité au niveau de la cour royale, ceux-là prennent contact avec moi
et moi, je prends contact avec le permanent pour que tout se passe bien. Ici, à la Cour royale, il y a une justice bien établie qui gère certaines affaires. À notre passage, un procès se tenait sous le préau. Cette justice ne se substitue pas à la justice moderne. D'ailleurs, les deux entités travaillent de concert dans le règlement des litiges. Nous, il y a des affaires qu'on ne peut pas juger. Par exemple, quand il s'agit des crimes, ça, nous ne pouvons pas juger. Nous jugeons spécifiquement les affaires traditionnelles, les affaires foncières. C'est ce que nous jugeons. Mais quand ça ne va pas, si c'est quelqu'un qui a commis un crime, qu'on est venu dire à la Cour royale, alors la Cour royale maintenant fait appel à la gendarmerie pour que cette personne-là puisse répondre de ses actes. Quand on a besoin de la justice, on va voir le procureur. Et quand quelqu'un aussi vient pour demander pardon, qu'on aille voir le procureur par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour prendre un avocat. Donc nous allons quand même aussi pour intervenir, mais pas pour quelqu'un qui a commis un crime. Dans ce processus, il y a une entité qui joue un rôle non moins important. C'est la toute première porte d'entrée de la Cour royale. Il s'agit de la permanence. Mon rôle, c'est de recevoir toute personne qui vient ici et de lui mettre sur la voie. Quelqu'un vient, il veut croiser Sa Majesté. Donc je lui explique comment ça se passe. On ne vient pas dans la maison du roi les mains vides. On vient avec 2 bouteilles de gin plus une enveloppe. C'est toi-même ce que ton cœur te dit, tu mets dans l'enveloppe et puis tu donnes à Sa Majesté ou à sa notabilité. Mais de préférence, les 2 bouteilles, c'est obligatoire parce que c'est la tradition. La permanence, c'est cette personne qui donne les convocations. Vous pouvez venir convoquer quelqu'un. Et vous écoute et puis je fais la convocation pour vous donner. Et je donne le rendez-vous. La convocation est payante. La désignation des rois dans l'Indénié obéit à des principes bien établis dictés par la tradition. Ce sont les femmes qui désignent les différents rois. Ces femmes sont dirigées par la reine-mère. Nous avons rendu visite à Sa Majesté Nana Afua Nyokon II à son domicile. Elle est la petite-fille de Sa Majesté Nana Bouakwasi III, 17e roi de l'Indénié. La reine-mère ne parle pas en public. Ses propos nous sont donc rapportés par un sachant de la Cour royale. Ce sont nos femmes qui connaissent celui qui doit hériter. Et donc, c'est le système matrilinéaire. Si c'est vous, si c'est votre tour, ce sont les femmes qui se mettent ensemble pour désigner, pour dire que c'est celui-là. Ce n'est pas les hommes qui désignent. Et les femmes à la tête, c'est la reine-mère qui conduit ce groupe pour désigner le roi, pour désigner les chefs du village. Même on ne peut pas introniser un chef, installer un chef sans que la reine-mère ne soit au courant. Et donc la reine-mère est la mère de tous les chefs de tous les villages. Tout comme le roi est notre grand-père, il est notre papa à tous. Impossible de rencontrer la reine-mère sans bénéficier de ses prières maternelles, en ces débuts d'année surtout. Prière également pour une Côte d'Ivoire de paix engagée résolument sur la voie du développement. Et nous prenons à présent la direction de Béquet à la découverte des falaises de Brobo. Tout est parti d'une mare d'eau pour la petite histoire dans une roche. Les falaises de Brobo, autrefois forêt sacrée, représentent aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus prisés du département de Boaké. La mairie de Brobo en fait même un levier du développement avec à la clé un projet d'écotourisme chiffré à 50 millions de francs CFA. Comment est structuré ce projet et surtout, quelle est l'histoire derrière ce site touristique? Visite guidée dans ce reportage de Léon Brou. Rien d'artificiel, tout est naturel. Un lac intarissable dans une roche entourée de forêts. Plus de 100 hectares, ce site paradisiaque en toute saison, selon les populations mitoyennes du village communal de Bongrabo. Ce sont les falaises de Brobo, attraction de passionnés de la nature. Cette roche qui a été exploitée est devenue un lieu très touristique, apprivoisé par les Blancs, surtout les Européens. Par la suite, s'ajoutent nos frères noirs qui viennent chaque semaine ici pour visiter le coin. Ce qui donne une bonne image de Bongrabo. Nous avons un très bon niveau de fréquentation. C'est pour cela que le conseil municipal, que j'ai l'honneur donc de conduire,
n'est-ce pas, a pris la décision de faire donc des investissements ici pour rentabiliser ce site, tant pour la commune que pour les populations riveraines. Pas de baignade dans ce lac, encore source d'approvisionnement en eau pour les villageois de Bongrabo. À l'origine des falaises de Brobo, une mare d'eau dans cette roche. Il y avait une source d'eau ici qu'on appelait Akblaoula Gabo en Baoulé. Et c'est cette source, suite à l'exploitation de la roche, qui a donné ce cours d'eau qui est derrière nous. Devenu site touristique, son accès est soumis jusque-là à des conditions bénévoles. Dans les falaises de Brobo, la mairie voit désormais un levier de développement. En projet donc l'aménagement du site à des fins d'écotourisme. D'intégrer les falaises de Brobo plus le site de l'arbre Bro qui a donné son nom à Brobo dans un circuit touristique et qui va trouver son point culminant au niveau donc de Ziriver-Logu. C'est un endroit qui doit sortir donc de l'obscurité. Et il va avoir un espace culinaire et puis il va avoir donc des bungalows. Le grand plateau même de la colline va être aménagé pour que désormais, quand on arrive ici, on ait toujours envie de revenir. Je vais ajouter l'acquisition d'une navette pour relier la ville de Brobo au site touristique. 50 millions de francs CFA pour embellir et promouvoir davantage les falaises de Brobo. Faut-il déjà détourner les riverains du lac? Des pompes villageoises sont réalisées par la mairie à Bongrabo. Elle assure également le reprofilage régulier de la route d'accès à ce site touristique. Voilà les falaises de Brobo, un site touristique à visiter absolument si vous faites un tour du côté de Boaké. En bref, avant de refermer ce journal, depuis le début de la semaine, les communautés religieuses musulmanes et catholiques observent la période de jeûne. Et pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation, le directeur régional du commerce de la région du Hambol a effectué une visite de terrain dans plusieurs grandes surfaces de Katiola. Au terme donc de cette tournée, le constat est plutôt positif. Tous les produits sont disponibles et les populations pourront vivre cette période dans la sérénité. Et voilà qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci également à toutes les équipes qui nous accompagnent, les équipes techniques et rédactionnelles. Prochain journal des régions, dimanche prochain, 15h, toujours sur RTI 1.